Bonjour et bienvenue au webinaire intitulé Soyez prêts, feu de forêt, et merci d'être des nôtres. La séance d'aujourd'hui fait partie de la série de webinaires activités de préparation de la Croix-Rouge canadienne, se préparer collectivement aux catastrophes et se représenter en français. Selon les projections, l'été 2024 sera propice à des situations d'urgence d'une gravité sans précédent partout au Canada. C'est pourquoi la Croix-Rouge canadienne a créé une série de webinaires sur la préparation aux catastrophes afin d'aider les personnes de la communauté à mieux se préparer aux événements perturbateurs, à accroître leur résilience et à intervenir en cas de catastrophe. Nous organisons des séances d'apprentissage en français et en anglais tout au long de l'été. Vous pouvez également utiliser le code QR qui apparaît sur votre écran pour accéder à notre site web et vous inscrire à nos différents programmes. Donc, nous afficherons également l'adresse de la page web dans la fenêtre de clavardage. Avant de commencer la séance, j'aimerais vous en présenter le fonctionnement. Le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera envoyé à toutes les personnes qui y seront inscrites. En cliquant sur l'icône de sous-titrage dans le panneau de commande de l'application Zoom, vous pourrez consulter des sous-titres en français ou en anglais pendant votre visionnement. Donc, si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la fenêtre de clavardage qui se trouve dans le panneau de commande en bas de l'écran et nous nous efforcerons d'y répondre lors de la séance de questions à la fin du webinaire. Une question de rétroaction apparaîtra dans votre navigateur une fois que vous aurez quitté le webinaire. Celui-ci nous permettra de recueillir vos commentaires sur la séance et nous vous remercions de bien vouloir y répondre. Des ressources présentant du contenu tiré des webinaires de la présente série seront disponibles sur le site web de la Croix-Rouge canadienne au cours de l'été, tout comme la présentation PowerPoint qui vous a été présentée aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions sur le sujet abordé aujourd'hui à l'adresse rrr@croixrouge.ca qui apparaît à l'écran. J'aimerais maintenant vous présenter vos animateurs et animatrices. Jessica Finders et Benoît Lacroix. Bonjour et merci de l'introduction, Dorian. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire Soyez prêts sur les feux de forêt. Nous vous remercions de votre intérêt et de votre présence parmi nous aujourd'hui. Mon nom est Jessica Finders, je suis gestionnaire de projet pour l'équipe de réduction des risques de catastrophes et adaptation au changement climatique pour la Colombie-Britannique avec la Croix-Rouge canadienne. Mon travail se concentre essentiellement sur la préparation en amont de catastrophes. Je vais co-faciliter cette session avec mon collègue Benoît. Benoît, je te laisse te présenter. Et avec plaisir, encore une fois. Je suis Benoît Tremblay, je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis quelques années, particulièrement sur les équipes d'intervention d'urgence, mais je suis aussi un facilitateur de formation. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes bénévole, m'ont déjà vu dans des formations aux différentes situations dans lesquelles on est impliqué. Je fais aussi de la formation grand public, donc c'est un peu la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. De la facilitation dans les entreprises, aussi pour les bénévoles de la Croix-Rouge en général, donc sur différents sujets. Puis je suis très content d'être avec vous aussi aujourd'hui. À très bientôt pour la suite. Merci, Benoît. Avant de commencer le webinaire, nous aimerions faire une reconnaissance territoriale. Personnellement, je vous rejoins aujourd'hui des territoires traditionnels et non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, aussi connus sous le nom de Vancouver, en Colombie-Britannique. Nous reconnaissons ici à la Croix-Rouge canadienne, une grande partie de notre travail au Canada se fait sur les territoires traditionnels, issus de traités et des territoires non cédés qui abritent de nombreux peuples de Premières Nations, de Métis et des Inuits. Nous vous encourageons de partager votre reconnaissance du territoire spécifique à votre localité dans le clavardage. Est-ce que, Benoît, tu voudrais faire ta reconnaissance territoriale? Oui, dans mon cas, je suis en Outaouais. Donc, je suis du côté du Québec, proche d'Ottawa, et je suis sur les territoires algonquins, une façon de le dire, effectivement, puis Anishinaabe. C'est bien important pour nous de reconnaître ça. Et puis, très souvent, quand on parle de résilience, j'en profite aussi pour faire un lien, c'est qu'il y a de très bons trucs et d'expériences qu'on peut aussi amener de toutes ces années passées dans les forêts. Donc, très content qu'on souligne ceci.
Peut-être la première petite activité maintenant pour commencer ce webinaire sera un petit brise-glace pour nos participants dans le clavardage. Euh, Si vous avez un objet que vous aimeriez avoir en cas d'urgence, je vous invite à le mettre dans le clavardage. Moi, personnellement, j'aime avoir ma trousse de premiers soins à ma disposition. Il y en a une petite que je prends généralement dans mon sac, qui inclut un masque N95 pour la pollution de l'air, qui est euh, un sujet important avec les feux de forêt. Benoît, c'est quoi ton objet? Ah, de l'eau, Euh, en chat, l'eau, tout le Effectivement, monde oui, veut il de y a de l'eau. très bons sujets. Moi, dans mon cas, c'est un objet physique que j'ai sur moi tout le temps, qui est un outil multifonction. Qui permet à ce moment-là de faire plusieurs choses, mais c'est sûr et certain que pouvoir ouvrir, couper quelque chose, c'est très important. Pour moi, je le porte même dans mes vêtements tous les jours quand j'ai le droit. Donc, effectivement, c'est une des choses que j'ai toujours avec moi. C'est une excellente idée, je pense, pour d'autres personnes aussi. Et il y a d'autres choses, je vois médicaments aussi, on a parlé d'eau, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses intéressantes dans le chat. C'est super. On va parler un peu plus en détail de d'autres objets que vous pourrez mettre dedans, mais tout ce qui a été nommé ici est très intéressant et très important. Pour la suite, pour aujourd'hui, un petit agenda. Donc, on a cette présentation en 4 parties. D'abord, on va expliquer en détail qu'est-ce qu'un feu de forêt. Ensuite, on va parler de quelles sont les mesures pratiques que vous pouvez prendre pour réduire vos risques en amont des feux de forêt. Puis, comment se préparer soi-même aux feux de forêt et les éléments essentiels pendant et après les feux de forêt. Intellifeu Canada est un expert en la matière sur les feux de forêt au Canada et c'est eux qui ont principalement fourni le contenu de ce webinaire. Si vous résidez au Québec, n'hésitez pas à consulter le site web de la SOPFEU, S-O-P-F-E-U, la Société de protection de forêt contre le feu, qui est similaire à Intellifeu, mais spécifique pour le Québec. Je vais pouvoir mettre les liens dans le clavardage. Hop. Et aussi, parlant de la Sopfeu, il y a aussi une application qu'on peut télécharger si vous êtes sur la région. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez avoir sur votre téléphone pour voir qu'est-ce qui se passe si vous êtes sur le territoire, bien sûr. Voilà. Euh, le saviez-vous? Avant de plonger dans notre sujet principal, la Croix-Rouge est l'une des plus grandes organisations humanitaires de la planète. En moyenne, on vient en aide à 70, 78 pour les Suisses, à 78 Canadiens et Canadiennes chaque jour, et on répond à une situation d'urgence à peu près toutes les 3 heures en moyenne, notamment lors des incendies résidentiels, les inondations et les pandémies. De telles urgences surviennent tous les jours et il est donc très important de s'y préparer. Par exemple, l'an dernier, la Croix-Rouge canadienne a mené 2550 interventions d'urgence au Canada et a aidé plus de 260 000 personnes ayant vécu une situation d'urgence. Je passe le flambeau à Benoît. Merci. Donc, effectivement, on fait beaucoup de choses. Puis, c'est important de voir qu'on fait partie aussi d'un grand réseau. Donc, quand on pense au changement climatique, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe ici au Canada. Donc, on a des rapports de notre association de fédération internationale, donc de toutes les Croix-Rouges, sur lesquels nous, on se base aussi pour changer les choses puis adapter par rapport aux différentes situations qui ont augmenté, entre autres après la COVID. Donc, on a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des urgences et des catastrophes reliées aux conditions météorologiques. Vous en êtes toutes et tous conscients. Il y a une augmentation mondiale, et c'est là que je fais un lien avec les autres Croix-Rouges, donc de près de 35 de catastrophes qui sont liées au climat dans les deux sens. Donc, on parle de chaleur, on parle de feu, mais aussi ça peut être, comme vous le savez, les inondations et l'eau, donc tout ce qui est relié à l'aspect météorologique. Et ça augmente encore une fois. À l'échelle mondiale, on parle de 83 de toutes les catastrophes qui sont causées par des phénomènes qui sont associés à la météo et à l'aspect climatique extrême. Et les feux de forêt font partie de ces phénomènes extrêmes. Donc, on se base sur des études qui ont été faites par notre association. Si on se pose la question avec la prochaine page sur qu'est-ce que c'est qu'un feu de forêt, c'est sûr qu'on le sait, dans la définition le dit, un feu de forêt, il y a un feu dans une forêt, mais allons un petit peu plus loin sur l'anatomie d'un feu de forêt et qu'est-ce qui les déclenche, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que quand on a une situation de feu de forêt, ça prend différentes parties qui, combinées, font en sorte qu'on est dans une situation où est-ce que le feu se déclenche, en prenant pour acquis que le feu, c'est un phénomène qui est naturel. Donc, ça fait partie des
écosystèmes végétaux, avec la chaleur, avec donc, à chaque année, il peut y avoir des feux. C'est quelque chose qui se passait avant qu'on soit très nombreux à partir, malheureusement, des feux. Donc, ça fait partie du renouvellement des forêts aussi. Mais, comme on l'a dit, il y a une augmentation avec le temps. Et ce que ça prend, c'est les trois facteurs qui sont là, c'est bien sûr de la chaleur. Donc, le feu se déclenche avec de la chaleur, avec quelque chose qui est combustible. Donc, quand on parle d'un feu de forêt, on parle donc de matière végétale, donc de forêt, d'arbres, et aussi d'oxygène. Et quand on parle d'oxygène, donc il faut que ces trois conditions-là soient dans un cadre particulier. Dans ce cas-là, on parle aussi de quelque chose qui est sec. Donc, au niveau de l'humidité dans l'air, ça fait partie des conditions particulières dans lesquelles un feu peut se développer. Et on parle de 16 et moins d'humidité dans l'air. Donc, quand il fait chaud, les conditions sont réunies pour que le feu se déclenche. Donc, comment se comporte ou comment ça se passe un feu de forêt? Donc, il y a trois choses sur lesquelles on va se concentrer quand on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr que la première, et là peut-être que vous vous souvenez de cours de chimie ou de physique que vous avez eu, mais la convection, donc c'est le premier, c'est ce qu'on voit en haut de la page, c'est le transfert de chaleur par le mouvement de l'air et des gaz chauds. Donc, à ce moment-là, ce serait souvent la braise, et c'est pour ça qu'on l'a mentionné ici, qui prend le feu, qui passe le feu d'un endroit à un autre. Et il y a aussi un phénomène du feu qui part du bas vers le haut. Donc, les branches des arbres qui brûlent en bas ou par exemple des buissons vont remettre le feu qui va monter dans l'arbre et c'est ce qui cause des feux comme vous le voyez. Donc, du bas en haut, par exemple, c'est le principe de la convection. Pour ce qui est du rayonnement, à ce moment-là, on parle d'objets qui libèrent de l'énergie, donc par exemple un arbre qui brûle, et dépendant de la distance, cette chaleur-là pourrait déclencher un feu à distance avec quelque chose qui n'est pas en contact, ce qui est la prochaine. Dans ce cas-là, on parle de 10 mètres et moins. Quand on est à 10 mètres et plus, le rayonnement est moins présent. Donc, c'est quelque chose qui est proche, mais effectivement, quand on parle de 10 mètres, 30 pieds, c'est quand même assez grand. Et le troisième, c'est la conduction. Et quand on parle de la conduction, c'est vraiment le transfert qui se fait en contact direct donc d'un endroit à l'autre ou d'un objet à l'autre. Et ce sont des objets qui se touchent. Donc, si vous regardez en bas de la présentation, vous voyez qu'un arbre peut être en contact avec la maison et c'est là qu'on a de la conduction. Le transfert par contact, c'est de l'arbre qui brûle à la maison qui est à côté. Tandis que s'il n'y a pas d'arbre à côté, ben, il n'y a pas de conduction parce qu'on ne peut pas déclencher cette partie-là, ce feu-là, par conduction. Jessica, peut-être qu'on pourrait parler à ce moment-là du milieu dans lequel ça se passe et de l'interface ou le mélange de la forêt qui existe au Canada, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on va rajouter un petit peu de vocabulaire, sûrement des mots que vous avez déjà entendus à la radio dans les nouvelles lors des feux de forêt. Parce que nos communautés s'étendent de plus en plus dans les zones naturelles et qu'on a un nombre croissant de maisons qui sont bâties dans les milieux propices aux feux de forêt. Dans cette zone où le développement humain se jouxte avec l'environnement naturel, où il s'y intègre complètement, et c'est ce qu'on appelle le milieu périurbain. Parmi le milieu périurbain, on va parler d'interface et d'intermix. Comme illustré ici, l'interface, c'est entre les zones urbaines et les zones sauvages. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de l'interface forêt-urbain ou le IFU. Et lorsqu'on parle d'intermix, ce sont les endroits où les habitations humaines se rencontrent et se mélangent plus avec les zones sauvages. Je pense que l'image, en fait, illustre mieux que la définition. Dans de tels milieux, nous avons deux types de combustibles. On a les combustibles fabriqués, donc ce qui a été fait par la main humaine, comme les véhicules, les terrasses, les clôtures, les bâtiments tout simplement, toutes sortes d'infrastructures. Et on parle de combustibles forestiers. Et ça, ce sera plus les combustibles naturels comme les arbres, les buissons, l'herbe, etc. Et les deux sont tout aussi susceptibles d'alimenter un feu. Combinés, ces combustibles sauvages et construits vont former ce que les experts appellent un complexe de combustibles IFU ou interface forêt-urbain. Et c'est dans ce milieu périurbain qui est la zone la plus à risque pour les individus et les communautés. Comme vous le savez, les feux de forêt qui restent dans le milieu naturel ne sont pas nécessairement un danger pour les individus, alors que lorsqu'ils interviennent dans le milieu périurbain, c'est là que les risques augmentent. Et quand ces feux de forêt atteignent les milieux périurbains, les dommages peuvent être extrêmes, au point où, potentiellement, comme illustré dans l'image ici,
plus rien n'a survécu à ce feu. Ils peuvent dévaster les collectivités, détruire des bâtiments et des infrastructures et même faire des victimes. Ils se propagent rapidement et pourraient vous forcer, vous et votre famille, à évacuer, voire même la communauté tout entière, parfois seulement en quelques minutes. Dans l'ouest du Canada seulement, les pertes assurées découlant des feux de forêt ont atteint des sommes ahurissantes, de 5,6 milliards de dollars au cours des 10 dernières années seulement. Vous aurez sûrement entendu parler des incendies de Fort McMurray en 2016, ou bien plus récemment, ici, malheureusement, le village entier de Lytton en 2021. Et l'année dernière seulement, la West Kelowna, qui a pris des dommages très importants. Comprendre les risques d'incendie de forêt. Un peu d'histoire. La dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée en Amérique du Nord. Le changement climatique, les santé générale des forêts qui se détériorent et le développement croissant des zones sauvagées à travers des pays ont augmenté la menace que ces feux de forêt posent à nos communautés. La saison des feux de forêt de Canada de 2023, donc celle de l'année passée, a été l'une des plus destructrices jamais enregistrées. J'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais malheureusement, c'est le cas. Le 5 septembre de l'année passée, on avait enregistré plus de 6132 incendies qui avaient ravagé près de 16,5 millions d'hectares de terre. Pour donner une idée de ce que ça représente, c'est plus de 3 fois la Californie, ou pour les Européens, c'est la taille entière de la Grèce. Et ça, c'est le plus du double du record depuis 1989, pardon. Ouais, ça, c'est selon le gouvernement du Canada qui nous a donné ces ressources. Normalement, 2,5 millions d'hectares de terre sont consommés en moyenne chaque année de façon naturelle. Il faudra peut-être rappeler que les feux de forêt font partie de l'écosystème et sont quelque chose qui a existé sur le territoire canadien depuis des millénaires. C'est vraiment cette connexion de l'interface du milieu périurbain qui change beaucoup le nombre d'hectares brûlés qui nous ont affectés nous personnellement. Pour ces 2,5 millions d'hectares qui ont été consommés en général par année, ça, c'est environ la superficie de à peu près la moitié de la Nouvelle-Écosse. On va essayer de le faire. Parce que moi, ces numéros, ils ne me disent rien. C'est juste des chiffres exorbitants. Donc, quand j'ai un peu une idée, ça m'aide un peu à me situer. Les zones qui sont les plus densément boisées d'une grande partie du Canada sont exposées à ces risques de feux de forêt, en particulier en cas de sécheresse, comme on a connu, en tout cas ici dans l'Ouest, vraiment très fortement ces 4 dernières années, mais je sais qu'à l'Est aussi, vous avez votre quota de sécheresse. Et généralement parlant, la plupart des feux de forêt se produisent entre avril et septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des feux qui restent dormants de septembre à avril de l'année suivante. Donc, on pourrait considérer qu'il y a des feux qui sont actifs, entre guillemets, en dehors de cette saison, mais qui ont moins d'impact sur nos communautés. On estime que plus de 11 millions de Canadiens vivent actuellement dans des zones présentant des risques importants de feux de forêt. Ces zones d'interface entre les zones urbaines et les zones sauvages au Canada sont présentées en violet sur cette carte. Elles sont aussi bien illustrées par la concentration de population, où il y a plus de gens, il y a plus de risques. Les risques qui sont liés à ces feux de forêt sont vraiment très particuliers à chaque communauté, à chaque maison et à chaque propriété. Et pour un exemple, pour ça, j'aime bien prendre West Kelowna de l'année dernière. Il y a des maisons, des propriétés individuelles qui ont pris plus de mesures que d'autres et certaines ont été sauvées par ces mesures durant ces feux-là. Donc, tout le voisinage peut avoir brûlé. Il peut arriver que des maisons survivent à ces feux, dépendamment des mesures que vous prenez en avance. Donc, c'est vraiment important de prendre ça au sérieux. Parce que juste parce qu'un grand feu vient dans votre communauté ne veut pas dire que le risque est le même pour chaque propriété dans cette communauté-là. Vous pouvez aider à identifier les risques qui vous sont propres en téléchargeant cette application Soyez IntelliFeu à domicile. On va en reparler un petit peu plus loin, qui peut pour vous procéder à une auto-évaluation de votre maison et de votre propriété et à réfléchir aux mesures appropriées dont on va parler un peu plus après aussi, que vous pouvez prendre. Pour réduire ces risques, vous avez tous une responsabilité, que vous soyez propriétaire ou locataire.
En tant que propriétaire, vous devez prendre des mesures pour limiter, bien sûr, les risques sur vos terrains, vos bâtiments, vos biens personnels qui risquent d'être endommagés par ces feux. Vous pouvez vous souscrire à une assurance habitation pour couvrir les réparations en cas de dommages ou les remplacements de biens endommagés et aussi pour les coûts d'un hébergement temporaire si vous devez évacuer. Pour les locataires aussi, vous avez des mesures que vous pouvez prendre pour limiter les risques pour vos propres biens, comme ça va dépendre un peu de des modalités de votre bail, mais il est possible que vous soyez également responsable de certaines tâches d'entretien, que ce soit en appartement ou en maison, de comment entretenir en dehors et en dedans de votre domicile. Et bien sûr, vous souscrire à une assurance locataire pour couvrir les remplacements des biens endommagés et parfois le coût des hébergements temporaires. Il faut peut-être préciser que ces assurances sont différentes entre propriétaires et locataires. Elles ne vont pas couvrir nécessairement les mêmes choses. Donc, en tant que locataire, parfois, enfin, nous entendons souvent qu'ils n'ont pas pris l'assurance parce qu'ils pensent que le propriétaire est assuré. Ce qui est vrai, mais ne couvre pas forcément vos biens personnels. Donc, il est très important de faire cet appel. Posez des questions à votre assurance pour être sûr que vous avez bien couvert tout ce qui vous concerne et que cette assurance couvre les feux de forêt aussi spécifiquement. Parce que certaines assurances, dans certains endroits, ne vont pas nécessairement couvrir les mêmes choses. La Croix-Rouge a créé une fiche contenant les notions de base sur les assurances incendie et on va avoir un lien qu'on va vous partager vers la fin de la présentation. Benoît, je pense que je vais te redonner le flambeau Oui, pour quelques... c'est très approprié, le flambeau. Effectivement, non, c'est important de voir, de se renseigner, effectivement, puis pour réduire les conséquences qu'on pourrait avoir si jamais le feu se rend. Donc, c'est bien important, effectivement, de parler d'assurance, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis maintenant qu'on sait un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un feu, ce que j'aurais comme question pour vous, et je vous demanderai de répondre dans la conversation, dans le chat, c'est comment est-ce qu'on pourrait réduire? Comment, selon vous, on va vous en présenter, là, ce n'est pas un examen, mais comment, selon vous, on pourrait réduire les conséquences, les risques qui sont liés au feu de forêt, puis comment on pourrait mieux s'y préparer? Donc, allez-y directement dans la conversation, tapez un mot-clé ou quelque chose qui vous vient en tête qui pourrait réduire les risques qui sont associés au feu. Et pendant que vous le faites, donc c'est sûr que nous, on a pensé à certaines propositions qu'on va vous faire. On va vous en présenter des mesures. Certains ont fait leur devoir, peut-être. Non. Effectivement, oui, tondre la pelouse, clairement, c'est quelque chose qui fait partie des choses dont on va parler dans un instant. Mais oui, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins logique à lequel on pense, mais on va revenir sur ce sujet-là. Matière combustible, définitivement. Les branches cloudes, tout à fait, alentour des maisons. Ça fait partie de ce que l'on va voir parce que, comme on l'a mentionné, le feu, s'il est dans la forêt alentour de vous, et qu'il touche ou qu'on se rapproche, plus on se rapproche de l'endroit où est-ce qu'on habite, c'est là qu'il y a de plus grandes conséquences, effectivement. Donc, tout ce qu'on a mentionné, effectivement, fonctionne, puis on va rajouter des sujets qui pourraient aussi vous aider dans ces situations-là, en prenant pour acquis qu'on doit prendre des mesures pour limiter les conséquences. Et c'est tout à fait logique. Et ces mesures-là limitent les dommages et limitent les conséquences associées à tout ça. Donc, si on poursuit avec la zone dans laquelle, alentour de l'habitation, donc si on parle d'une zone dans la prochaine, sur la page que vous voyez présentement, la zone d'inflammabilité résidentielle, on parle donc de l'endroit où est-ce que l'on habite et ça vient d'être édifié comme vous le voyez, et il y a des zones dans lesquelles il y a de plus en plus de risques. Donc, quand on parle d'une zone étendue, on parle d'une zone qui est de 10 à 30 mètres, donc à ce moment-là de 30 à 100 pieds. Et c'est dans cette zone étendue-là, on doit faire certaines choses. Puis effectivement, il y a des conséquences, comme on l'a mentionné, quand le feu est proche. La zone intermédiaire, c'est elle qui est de 1,5 à 10 mètres, donc de 3, 4 à 30 pieds. Encore une fois, pour ceux et celles qui pensent en pieds. Et la zone immédiate, c'est celle qui est très, très proche de la maison. Et là, je dis maison, mais vous voyez aussi qu'il y a d'autres bâtiments. Donc, si on parle d'un garage ou d'un atelier, par exemple, ben, c'est le même principe. C'est quelque chose qui peut prendre en feu. Donc, on parle de zone d'inflammabilité. Et plus on se rapproche, bien sûr, plus les conséquences sont grandes. Donc, c'est important de penser qu'il y a des choses qui se passent à très grande échelle. Et plus on a d'arbres ou de quelque chose qui peut brûler, on a des exemples de choses qui sont proches de la maison. Donc,
donc on va revenir là-dessus, mais c'est très important de considérer qu'on travaille dans l'ensemble de cette zone-là pour être sûr qu'on réduit les risques. Et ce qu'on va faire pour protéger dans la prochaine page, c'est qu'on va commencer à rajouter des choses que l'on peut faire. Et on va, comme je disais tout à l'heure, on va vous en présenter 6. Il y en a encore plus, mais 6 qu'on trouve qui sont plus importants et qui ont plus de conséquences, sur lesquels vous avez plus de contrôle aussi. Donc, on réduit le risque des tisons qui enflamment la maison. Donc, quand on pense à un feu de forêt, le feu est dans la forêt et il y a des tisons qui volent et qui tombent sur les maisons. Et là, à ce moment-là, c'est là que le feu peut prendre. Et si on regarde le premier, c'est celui qui est, donc on commence avec celui-là, ce sera tout à fait logique, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de matière inflammable sur le toit ou dans les gouttières ou dans les auvents de la maison. Donc, si vous habitez proche d'arbres, c'est fort possible qu'il y ait des branches qui soient tombées, des feuilles ou encore des aiguilles. Donc, tous ces débris-là, s'ils restent sur votre toit, ça prend en feu beaucoup plus rapidement. Donc, à ce moment-là, on s'assure qu'il n'y en ait pas, on s'assure que votre système de gouttière fonctionne, que ce ne soit pas bloqué, qu'il n'y ait pas dans le fond de ces accumulations-là, comme on le voit sur l'image. La deuxième, qui est peut-être un petit peu moins logique, en fait, qui est tout à fait logique, mais qui est peut-être moins connue, à laquelle on pense moins, c'est d'enlever ce qui pourrait facilement s'enflammer sur et sous la terrasse ou proche de celle-ci. Et je vous avoue, comme plusieurs peut-être d'entre vous, que la galerie ou la terrasse, ben, c'est un endroit où est-ce qu'on range beaucoup de choses parce que c'est en dessous, puis bon, c'est caché, on n'y pense plus. Mais la terrasse, elle est connectée à la maison. Donc, s'il y a des choses qui sont inflammables sur le sol et la terrasse et ensuite la maison, donc c'est quelque chose qui est à penser. Et c'est là qu'on vous recommande de travailler à éliminer ces parties-là. Oui, bien sûr, des aiguilles, des conifères, mais aussi du matériel, comme par exemple du bois de construction. Moi, j'en ai sous ma galerie, je dois le dire, je dois l'enlever. Donc, ça fait partie effectivement de ce qu'on peut faire. Si on poursuit avec la troisième proposition qu'on vous fait, c'est de déplacer les matériaux qui sont combustibles à un endroit qui est à plus de 10 mètres ou à plus de 30 pieds, 33 pieds de la maison. Et quand on parle de déplacer ces matériaux-là, donc on parle, oui, bien sûr, du bois, comme par exemple, c'est ce qu'on voit sur la photo. Donc, si vous avez une corde de bois qui est proche de la maison, ça peut prendre en feu parce que c'est du bois sec, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait déplacer. On dit dans le garage ou à un autre endroit ou à une distance qui est plus large, qui est plus loin de la maison pour éviter ça. Et quelque chose à laquelle on pense peut-être moins, ce sont les objets décoratifs. Dans certains cas, ce sont des objets qui peuvent brûler. Donc, objets décoratifs qui pourraient être en bois ou en autre matériel qui pourraient brûler. Donc, les déplacer tout ce qui peut brûler le plus loin de la maison possible, donc 10 mètres et plus. La quatrième, c'est de retirer la végétation et le couvre-sol qui pourrait facilement s'enflammer dans un périmètre d'1,5 m, donc 3 pieds, autour de votre maison. Celui-là fonctionne aussi, donc, en général, pour votre fondation. Il peut y avoir des racines. Donc, c'est quelque chose qu'on sait d'habitude alentour de ça. Mais très souvent, on a des arbres qui sont proches. Et surtout, la végétation de conifères. C'est celle qui brûle. En fait, toute la végétation, mais les conifères particulièrement sont très inflammables, comme vous le savez. Donc, c'est de les retirer la végétation et le couvre-sol. Quand on parle de couvre-sol, ça peut être un couvre-sol qui brûle à ce moment-là. Donc, la roche, bien sûr, ne brûle pas, mais si vous avez quelque chose qui peut brûler, donc on vous recommande de retirer cette végétation-là. La cinquième proposition qu'on vous fait, et on l'a mentionné entre autres dans la conversation tout à l'heure, c'est d'élaguer les branches qui sont situées à moins de 2 mètres du sol sur les arbres à feuilles persistantes. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire donc de couper les arbres, de couper les branches de vos arbres, qui sont des conifères. Donc, on parle à ce moment-là de feuilles persistantes. Si vous avez des serres dans votre coin, c'est possible que les serres s'occupent naturellement de couper toute végétation de 6 pieds et moins, parce qu'ils mangent ces branches-là. Mais on s'entend qu'il reste des branches qui sont secs. Donc, on parle de couper les branches sur le tronc et de faire en sorte que s'il y a un feu, que l'arbre ne prenne pas en feu. Il y a des arbres qui survivent à des feux de forêt parce qu'il n'y avait pas de branches en bas et ils sont restés donc vivants. Et à ce moment-là, si l'arbre reste vivant, il ne prend pas en feu. S'il ne prend pas en feu, il y a moins de conséquences pour vous et pour nous tous. Si on poursuit avec la prochaine, c'est de tondre. Et ça a été mentionné tout à l'heure à quelqu'un qui, comme je le dis, avait fait ses devoirs. C'est de tondre régulièrement la pelouse pour la garder à une hauteur de moins de 10 centimètres. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pas juste parce que nos voisins vont nous aimer plus, mais c'est que, il y a quelque chose avec la pelouse, quand il fait très chaud, la pelouse devient sec et à ce moment-là, elle devient inflammable. Donc tout ce qui
peut prendre en feu, à ce moment-là, peut amener directement à la maison. Si on le coupe à 10, donc si on le coupe à 10 centimètres et moins, il y a moins ce risque-là. Et aussi, si on garde la pelouse qui est quand même, on fait en sorte qu'elle ne soit pas sec, donc on peut la garder irriguée pour être sûr qu'elle ne prenne pas en feu. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je sais que c'est beaucoup de choses, ce qu'on vient de dire. Vous allez avoir bien sûr des liens, il y a beaucoup d'informations, donc on va le mentionner dans un instant. Mais si on se concentre sur alentour de cette maison-là, ces 6 outils-là, ces façons de changer devraient pouvoir vous aider. Et là, on pourrait continuer avec la préparation en général, puis Jessica pourrait nous parler un petit peu plus de se préparer avec les différentes étapes en général. Et ça, c'est dit en passant, je ne veux pas voler le punch, mais ça s'applique à toute situation d'urgence, donc le feu ou autre. Donc, c'est quelque chose qui est fort intéressant. Puis je te redonne la parole, Jessica. Merci. Oui, effectivement. Alors, on a parlé des bâtiments. Maintenant, on va parler plus de la préparation à l'échelle individuelle et des membres de votre famille, de votre foyer. Ce qui se fait généralement en 4 étapes. Et comme Benoît l'a mentionné, ceci est applicable vraiment à pratiquement toutes sortes d'urgences. Comme la première étape est de reconnaître ces risques. Donc, si c'est les risques de feux de forêt, comme on en parle ici, mais ça peut aussi être les risques de chaleur accablante, des risques d'inondation, etc. Donc, passons directement à cette première étape. Comme nous l'avons déjà mentionné jusqu'à maintenant en parlant des feux de forêt, mais il est également important de savoir où trouver les informations pour rester informé, aussi savoir quel est votre risque au feu de forêt. Comme nous l'avons mentionné, différentes communautés, voisinages, maisons ont différents risques. Donc, il est important de vous renseigner à votre échelle pour savoir exactement où vous vous situez. Lors d'un feu de forêt, renseignez-vous sur les conditions météorologiques et suivez les directives données par les autorités. Alors, premièrement, l'une des principales sources d'informations à consulter est votre municipalité, comme elle va vous donner les informations les plus appropriées à votre situation locale. Donc, l'idée, c'est de visiter les sites de votre municipalité pour savoir quels services sont offerts. Vous pouvez suivre les comptes de médias sociaux officiels ou non officiels de votre municipalité, comme Facebook, qui est très, très activement utilisé encore dans beaucoup de régions. Vous pouvez obtenir de l'information en temps réel lors d'une urgence. Et consulter les chaînes radio et de télévision et potentiellement les journaux qui transmettent de l'information provenant de la municipalité. La deuxième étape pourrait être vous abonner aux alertes météorologiques sur votre ordinateur ou votre téléphone portable pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre région. Typiquement, de nos jours, si vous téléchargez l'application mobile MétéoCam ou bien celle de Météo Média, par exemple, ils vont annoncer des choses comme les risques de feux de forêt ou les risques de pollution de l'air liés aux feux de forêt en parallèle avec la météo du jour. Troisième étape est de parcourir le site de Préparez-vous du gouvernement du Canada pour obtenir toutes sortes d'informations sur la préparation aux urgences, sur tout type d'urgence. Vous pouvez visiter le site web de l'Agence de la santé publique du Canada également pour obtenir des informations complémentaires. Ou consulter le système canadien d'information sur les feux de végétation du gouvernement du Canada, qui est un système de gestion de l'information qui recense les dangers d'incendie dans l'ensemble du pays en tout temps. Alors, ça peut être un peu overwhelming, si j'ose dire, parfois de voir toute cette information, mais concentrez-vous sur votre situation personnelle. Et elle peut fournir une carte interactive des feux ainsi que des rapports sur la situation à l'échelle nationale. Je voudrais réitérer qu'il est très important d'écouter ce que votre municipalité dit à cette échelle-là, parce que cette grande carte interactive est très globale et les feux de forêt mouvent de façon un peu imprévisible. Donc, c'est très important de voir comment votre municipalité, qui est en contact avec les agences des feux de forêt, vous informe sur la situation. Pour les résidents du Québec, n'hésitez pas à consulter le site, comme je l'ai dit avant, de la SOPFEU, qui est la Société de protection des feux de forêt, qui est vraiment similaire à l'intelligence, mais vraiment spécifique au Québec. Où suis-je? Mes notes. Alors, deuxième étape. Élaborer un plan d'urgence. Un plan d'urgence, ça consiste à rassembler toutes les informations qui sont essentielles à vous et à votre foyer et à réfléchir à l'avance de ce que vous ferez en cas d'urgence. Donc, dans ce cas-ci, en cas de feu de forêt. Si votre municipalité vous donne 5 minutes pour évacuer,
quelles sont vos étapes? Ce sont des choses que vous pourrez préparer à l'avance en y réfléchissant et très importantement avec les membres de votre foyer. Ça va augmenter votre capacité à rester en sécurité lors de feux de forêt ou d'une évacuation, réduire le stress et vous supporter à prendre des bonnes décisions dans ces moments d'urgence. Votre plan doit être spécifique pour répondre à vos besoins particuliers, à besoins de votre foyer. Tenez compte du plan si vous avez des enfants, si vous avez des animaux de compagnie, des personnes ayant des besoins spécifiques. Et lorsque vous élaborez ce plan, faites en sorte d'inclure ces personnes, incluez vos enfants, incluez toute personne de votre foyer à faire le plan avec eux et à le pratiquer avec eux pour que vous soyez tous sur le même plan. Lors d'une urgence, vous n'avez pas 5 membres de votre foyer qui disent que fait-on et puis partent dans toutes les directions. La Croix-Rouge canadienne, non, j'ai pas fini. Un retour en arrière, merci, Dorian. La Croix-Rouge canadienne dispose d'un modèle de plan d'urgence que nous encourageons à utiliser. Je pense que le lien va être donné à la fin. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le trouver sur notre site web. Et le gouvernement du Canada a un modèle très similaire aussi que vous pouvez utiliser. Le plan d'urgence comprend habituellement les informations et les documents importants comme les numéros de carte de santé, numéros d'assurance, informations bancaires, les numéros de téléphone. Donc, qui de nos jours se souvient des numéros de téléphone par cœur? Moi, je me souviens de celui de mon enfance, mais pas celui que j'utilise maintenant. Pour l'exemple. Un lieu de rencontre pour savoir où se retrouver lors d'une évacuation avec vos proches. Il se peut que certains de vos proches, à ce moment, lors d'une évacuation, sont au travail, sont à l'école. Donc, faites en sorte que vous savez où vous rencontrez si tout le monde évacue de différents points, mais que vous devez vous retrouver un peu plus tard. Ça inclut faire le plan d'évacuation, comment vous allez évacuer, et un plan de communication à l'aide des cartes de contact d'urgence. Donc, ayez cette petite carte. Moi, j'en ai une dans mon portefeuille qui a mon nom, mon numéro de téléphone, le numéro d'urgence. Comme ça, si je suis séparée des gens, je peux toujours communiquer si mon téléphone ne fonctionne plus. Hein. Voilà. Et peut-être 2-3 détails importants de se souvenir lorsque vous élaborez votre plan. Surtout si vous êtes en alerte d'évacuation, que vous avez un véhicule, faites le plein de votre véhicule. Il est recommandé en tout temps d'avoir un réservoir au moins mi-plein lorsqu'il est chez vous. Comme ça, en cas d'évacuation, à tout moment, vous ne soyez pas bloqué parce que vous n'avez plus de fuel. Si vous êtes dans des endroits plus isolés, tenez-en compte. Vous avez peut-être besoin d'avoir plus de plein que le mi-plein pour vous trouver jusqu'à la prochaine station essence. Dépendamment de quelles routes vont être coupées, ça peut être plus longtemps même que ça. Si vous possible, identifiez au moins 2 trajets d'évacuation depuis votre domicile, parce que vous ne savez jamais de quel côté le feu vient pour que vous ayez un plan B. Je sais que beaucoup de domiciles sont dans des cul-de-sac, donc prenez-en compte aussi. Si vous n'avez pas accès à un véhicule, prenez-en compte. Quel sera votre plan B? Est-ce que vous avez un voisin qui peut vous supporter? Est-ce que des amis, de la famille, etc. Veuillez assurer que l'assurance habitation couvre les dommages liés à l'incendie. De nouveau, toutes les assurances ne couvrent pas la même chose. Donc, prenez votre téléphone, appelez votre assurance, posez ces questions difficiles. Et puis, bien sûr, renseignez-vous sur le plan d'évacuation de votre communauté ou de votre lieu de travail, de votre école. Normalement, ces bâtiments ont des plans d'évacuation. C'est toujours bien de savoir exactement comment ça fonctionne pour qu'il n'y ait pas de panique au moment d'évacuation si vous avez des membres de la famille dispersés à travers la communauté. C'est bon, Diane, on peut passer à la suivante. Troisième étape, c'est la trousse de secours d'urgence. Pas de secours, la trousse d'urgence. Une situation d'urgence peut arriver à tout moment et il est bien d'être préparé à ce niveau-là. On parle de différents types de trousses d'urgence. On parle de celles qu'on prend pour s'évacuer en quelques minutes, donc le grab and go bag. Je ne me souviens plus du mot en français pour cela, mais la trousse sur le moment. Ou au contraire, il est possible que vous devez rester dans votre maison pendant plusieurs jours, voire parfois des semaines, sans avoir nécessairement accès aux mêmes choses que vous auriez d'habitude, comme l'eau courante, l'électricité, et avoir suffisamment à manger avec vous. Donc, on vous recommande de préparer différents types de trousses dépendamment de votre situation et de votre besoin. Comme on nous l'a dit, il y a différents types et tailles de trousses. Voilà, c'était la trousse prête à emporter, trousse de confinement,
trousse pour la voiture qui est adaptée aux situations d'urgence routière. Donc, si vous êtes surpris sur la route, vous avez un kit dans la voiture. Et trousse pour le travail aussi. On aime bien mentionner que si vous n'avez pas les chaussures adaptées pour descendre 20 étages dans votre bâtiment lors d'une évacuation, c'est mieux d'avoir quelque chose sur le coup. Donc, toutes sortes d'informations que vous pouvez trouver en ligne. Et de nouveau, ces trousses doivent être adaptées à vos besoins. Donc, si vous avez des besoins de médicaments particuliers, par exemple, prenez-les en compte. Ayez peut-être une autre paire de lunettes, si vous avez besoin de lunettes, etc. En ligne de nouveau, et peut-être à la fin de notre session, on va mettre le lien. Vous pouvez voir vraiment une liste détaillée des choses qu'on recommande à mettre dans ces trousses. Oui, alors, normalement, ces kits de prêt-à-porter, on recommande qu'ils couvrent à peu près 3 jours pour une famille donnée. Parce que 3 jours est à peu près le temps donné qu'il prend lors d'une évacuation, spécialement d'une évacuation à grande échelle pour les feux de forêt, pour les organisations pour les situations d'urgence de s'organiser, je perds tous mes mots ce matin. Ça prend à peu près 3 jours pour être sûr que vous ayez un hébergement alternatif, que les routes soient évacuées, etc. Ce n'est pas forcément instantanément que vous allez avoir de l'aide lorsque vous évacuez. Donc, faites en sorte que vous ayez ce qu'il faut pour être plus ou moins indépendant pendant un certain temps. Et comme j'ai mentionné plus tôt, ajoutez vos masques N95. C'est très important, en particulier pour les feux de forêt, parce que les feux de forêt, qui brûlent surtout dans le milieu périurbain, c'est un complexe entre les polluants atmosphériques nocifs pour la santé. Donc, imaginez, il y a de la peinture, il y a du plastique, tout ça, ça va brûler. C'est très, très toxique. Alors, soyez sûr que vous ayez ces masques-là et que vous savez comment les utiliser de façon appropriée pour que vous respirez moins de ces gaz nocifs. Et finalement, quatrième étape que nous recommandons, c'est de bâtir votre réseau. Il est très important pour vous de savoir sur qui vous pouvez compter lors d'une urgence, comment vous entraider. Normalement, la communauté, le voisinage, vous êtes toujours les premiers sur le terrain lorsque quelque chose arrive. Vous allez être là avant les ambulances, vous allez être là avant les pompiers. Donc, en cas d'urgence, typiquement, ce sera vos voisins qui seront les premiers à intervenir. Ce seront les membres de votre foyer. Donc, connectez-vous avec vos voisins. C'est l'un des meilleurs moyens de rendre sa communauté plus résiliente. Il y a plusieurs démarches pour vous aider à construire votre réseau. Par exemple, participez aux événements communautaires, devenez membre d'une organisation locale, faites du volontariat, du bénévolat, rejoignez des groupes communautaires en ligne aussi pour votre région. Nous, là sur le diapo, vous pouvez voir, on a un petit signet de la Croix-Rouge. Prenez contact que vous pouvez mettre dans les boîtes aux lettres de vos voisins pour dire « Bonjour, je suis Jessica, j'aimerais bien connecter avec vous. » On n'a pas besoin de devenir meilleurs amis, mais c'est bien d'être connecté et de savoir que si quelque chose arrive, vous pouvez toquer à côté. Les gens peuvent vous supporter. Et puis, bien sûr, discutez-en avec votre famille et votre voisinage des moyens de se protéger en cas de feu de forêt et, comme on a mentionné plus tôt, déterminer un lieu de rassemblement sécuritaire. Apprenez les techniques de protection en cas d'incendie et enseignez-les aux membres de votre réseau. Quand je parle de techniques, c'est dans le cas extrême, si vos habits prennent feu, connaissez la technique de arrêter de bouger, couchez-vous par terre et roulez pour éteindre le feu. C'est une des premières techniques. Et n'enlevez pas vos habits. C'est à grand risque. Mais oui, alors, parlez-en autour de vous. Parlez de ce que vous venez d'apprendre aussi dans cette session aux membres de votre famille, à toute personne que vous connaissez. C'est un très bon moyen de connecter et de réfléchir à comment vous pouvez vous soutenir. Et sur ce, je vais repasser la parole à Benoît pour que faire pendant le feu de forêt. Effectivement, donc on fait tout pour faire en sorte de ne pas se retrouver là, mais ça arrive et il faut qu'on se prépare donc à ça. Et si on se retrouve dans une situation dans laquelle il y a un feu de forêt, il faut faire d'abord la différence entre la logique de l'alerte d'évacuation et l'ordre d'évacuation. Et vous avez entendu les termes, ils font partie de notre quotidien, les médias en parlent beaucoup. Donc, quand on parle d'une alerte d'évacuation, on doit se tenir prêt à quitter notre domicile rapidement.
Donc, dans cette première situation-là, on se retrouve à préparer potentiellement un ordre d'évacuation. Donc, vous voyez qu'il y a une logique qui a bâti un sur l'autre. L'ordre, à ce moment-là, c'est qu'on a vraiment le danger et on doit évacuer les lieux immédiatement. Et c'est là que la préparation est payante. On a le parcours qui est là. Nous, on a pensé à se préparer, on a un plan. Mais là, les autorités nous demandent de s'éloigner des incendies et c'est à ce moment-là que l'on ordonne. C'est un ordre. C'est quelque chose de légal, d'accord? Il faut être conscient qu'il y a un poids par rapport à tout ça. Donc, on ne fait pas ça par hasard. On prépare les gens avec l'alerte et on oblige les gens à se déplacer parce que le risque est dans leur coin. Donc, c'est pour ça que toute l'information, la préparation dont on parlait il y a un instant avec Jessica, des conditions météorologiques, des consignes des autorités locales, des sites, de s'abonner aux lettres d'information de notre municipalité, c'est là qu'on va savoir effectivement où est-ce qu'on est rendu potentiellement entre un et l'autre. On a mentionné qu'on doit être prêt à évacuer en tout temps. Donc, on doit se préparer, même peu importe la situation dans laquelle on est. Donc, par exemple, si on parle du véhicule, on l'a mentionné tout à l'heure, bien sûr, avoir le plein, mais aussi peut-être de le stationner en direction pour pouvoir quitter. Donc, c'est peut-être quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours parce qu'on se stationne pour le temps de se tourner dans la cour ou quoi que ce soit. Si on est en situation d'urgence, on doit quitter rapidement avec le véhicule. Donc, préparez votre véhicule, mettez-le dans le bon sens pour qu'il puisse quitter plutôt que la façon dont vous vous stationnez normalement. Quelque chose aussi qu'on doit faire, puis ça, c'est quelque chose qu'on doit penser pour la maison, c'est tout ce qui a rapport avec la fumée. Donc, c'est sûr qu'il y a de la fumée potentiellement. Donc, si on ferme les fenêtres, si on travaille alentour des filtres de la maison, donc tout ce qui fait en sorte que l'air se déplace, on peut limiter les conséquences de la fumée. Et vous le savez, il y en a sûrement dans le groupe qui ont des problèmes de respiration. Moi, j'en connais à la maison. Donc, la fumée, l'asthme. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être associées à ce moment-là. Puis, donc, ça fait partie des choses qu'on doit penser. Une autre chose, on l'a mentionné tout à l'heure au niveau des trousses. Donc, de penser que si on doit évacuer, ben, ça risque d'être dans notre véhicule. Et à ce moment-là, peut-être ça prend une trousse dans le véhicule et aussi à la maison, toutes les autres trousses qu'on a mentionnées il y a un instant. Donc, pensez-y. Si c'est le temps d'évaluer, si vous avez l'ordre d'évacuation, ben, on doit partir et c'est très rapide. Quand ça se passe, d'habitude, c'est qu'on doit effectivement porter un geste. Si on poursuit avec la logique de la fumée ou de tout ce qui peut se passer, donc dans la prochaine diapo, on a donc tout ce qui a rapport avec la santé. Donc, si on a une cote, et c'est une cote qui est disponible, on parle de la cote Air Santé, qui va de 1 à 10, et plus la cote augmente, plus l'air est vicié. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'en général, pour la fumée, les cotes sont mentionnées. On l'a dit tout à l'heure, même les sites météorologiques, les villes et tout ça nous mentionnent où est-ce qu'on est. Et c'est là que ça devient, donc, ne sortez pas. Les gens je reviens sur l'asthme, ça fait partie des choses dont on parle. Donc, de suivre la cote Air Santé. Et de 1 à 10, c'est quand on est donc dans une situation où est-ce que l'air est vicié, on reste à l'intérieur autant que possible, en prenant pour acquis qu'à l'intérieur, on est plus en mode recirculation d'air plutôt que de la nouvelle air. Donc, on doit aussi utiliser des systèmes de filtre à air de qualité. Bon, quand on parle de système de recirculation, il y a quand même un échangeur, des échangeurs d'air. Donc, le filtre peut, s'il est de qualité, bloquer une partie des conséquences négatives qu'il y a dans l'air. On a mentionné tout à l'heure de fermer toutes les portes, les fenêtres. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes. Malheureusement, donc c'est souvent associé avec la chaleur. Donc, c'est possible qu'il y ait effectivement de la chaleur en même temps. Mais le fait que les portes soient fermées, les fenêtres soient fermées, ça fait en sorte que, par exemple, la fumée ne rentre pas dans la maison. Et bien sûr, de s'hydrater. Donc, hydratez-vous, de boire, parce que dans les situations, comme j'en disais tout à l'heure, c'est souvent associé aussi à de la chaleur. On a encore plus chaud, donc c'est important de penser à l'hydratation. Si on poursuit sur quoi faire à ce moment-là, après un feu de forêt, donc en prenant pour acquis que tout s'est passé, vous êtes évacué, peut-être que la Croix-Rouge va être là pour vous aider, ça fait partie de notre mandat, vous le savez. Là, maintenant, on est après le feu de forêt. C'est sûr qu'il faut être prudent, prudente, parce qu'il y a des précautions à suivre. Les consignes d'habitude sont données par vos autorités locales, mais on vous dit qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ou les endroits que vous ne pouvez pas fréquenter. Euh,
attendez d'avoir reçu l'autorisation officielle. Ça peut être souvent dépendant de la structure dans laquelle vous êtes. C'est peut-être des fois le corps de police, les pompiers qui vont dire, OK, là, ça va, telle rue, c'est correct, vous avez accès. Donc, on doit attendre l'autorisation. Et il faut être prudent parce que les endroits qui ont été touchés par les flammes peuvent être encore chauds, ces endroits-là, donc il y a de la chaleur. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a mentionné Jessica, il y a des feux qui sont aussi dormants, dans le sens que il n'y a pas l'air d'avoir le feu, mais il y a du feu en dessous. Donc, il faut penser à cette situation-là, donc être prudent avec les endroits qui ont été touchés par le feu. Pour rester en santé, c'est sûr qu'on parle de nourriture, de l'eau, de vérifier que ce soit encore salubre. S'il y a eu, par exemple, si on a fermé l'électricité, par exemple, ben, c'est possible que votre nourriture qui était dans le congélateur ne soit plus bonne à consommer. Donc, c'est important de vérifier quand vous êtes de retour pour rester en santé qu'il y a peut-être de la nourriture que vous ne pouvez plus manger à cause de la durée de temps où est-ce que vous étiez à l'extérieur. C'est sûr, on parle de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Il y a beaucoup de stress qui est associé avec les évacuations en général, les feux de forêt en particulier, parce qu'il y a des pertes. On parle de pertes matérielles, pertes humaines, changements dans votre quotidien pour des longues durées. Donc, il y a beaucoup de stress. Pensez-y. Nous, la Croix-Rouge, quand on est en situation, peu importe les situations dans lesquelles on aide des gens qui sont en situation d'urgence, on est conscient que le stress est très, très grand parce que notre vie est complètement chamboulée. Donc, pensez-y, prenez soin de vous. C'est un conseil qu'on vous donne, puis nous, on se le donne aussi. Les gens de la Croix-Rouge, on doit aussi prendre soin de nous. Euh, Dans un troisième temps, c'est important d'inspecter votre domicile, donc de vérifier auprès des autorités locales si effectivement il y a peut-être quelque chose qui est disponible au niveau d'un programme d'aide financière. Ces programmes-là peuvent être locaux, peuvent être municipaux, peuvent être provinciaux. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, mais posez la question, c'est possible qu'il y ait quelque chose au niveau des autorités locales qui pourrait vous aider. Vérifiez s'il y a une logique de besoin d'hébergement temporaire. Les autorités locales savent qu'est-ce qui se passe. Comme je mentionnais, nous, souvent, la Croix-Rouge, c'est à ce moment-là, on peut être présent dans certaines situations. Il peut y avoir de l'aide avec les autorités locales. Faites l'inventaire et prenez des photos de ce qui a été endommagé par l'incendie, dans l'incendie, entre autres parce que votre compagnie d'assurance risque de vous le demander. Donc, de communiquer, bien sûr, avec votre compagnie d'assurance si cela est applicable dans votre cas. Donc, et de faire un suivi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que l'on a vues dans les derniers temps, mais c'est quand même, ou dans la moins d'une heure, 50 minutes, on est bon. Donc, peut-être un résumé de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on a commencé avec la logique de la fréquence, de l'intensité des situations d'urgence, de catastrophes qui sont liées aux conditions météorologiques. Elles augmentent. Donc, il y a plus de feux, il y a plus d'inondations, il y a plus de situations météorologiques catastrophiques. Donc, on doit se préparer parce que ça risque d'arriver plus souvent avec des changements climatiques. C'est sûr que chaque communauté et chaque propriété est exposée à des risques qui sont différents. Donc, en matière de feu de forêt, vous devez faire votre propre évaluation. Dans mon cas, il y a des arbres proches. Est-ce que je dois en couper? Est-ce que je dois des branches? Donc, chaque situation est unique. On l'a mentionné un petit peu plus tôt. C'est sûr qu'il y a des mesures qui sont simples et ce sont des mesures qui sont peu coûteuses. Donc, les 6 mesures qu'on vous a mentionnées tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement quelque chose. Il y en a d'autres qui sont plus coûteuses, mais c'est quelque chose qu'on peut faire sans dépenser trop de sous pour limiter les conséquences. Donc, de réduire les risques d'une propriété, que votre propriété soit endommagée s'il y a un feu de forêt proche de votre propriété. Ces mesures simples-là peuvent être donc très utiles. C'est sûr qu'on a des mesures simples aussi pour la préparation en général, qu'on a mentionné, mais particulièrement pour le foyer en cas de feu de forêt. Et ce qui est important, et c'est peut-être une façon de conclure tout ça, et c'est la raison, c'est notre raison d'être aussi, c'est d'être proactif, c'est d'être continuellement en mode préparation, comme ça on est moins pris par surprise. Et plus on est préparé, plus on est prête, moins on a de conséquences après. Ça ne veut pas dire que ça enlève la situation négative, mais les conséquences sur notre vie de ces situations-là sont moins grandes. Donc, plus vous êtes prêts, plus vous êtes prêtes. C'est pour ça que nous, on donne toutes ces conférences-là à la Croix-Rouge. C'est parce qu'on veut que vous soyez tous et toutes prêtes pour plein de situations, parce que ça peut arriver effectivement. Il y a beaucoup de ressources qu'on a mentionnées tout à l'heure qui sont disponibles. Pour ceux et celles qui sont en mode téléphone, vous pouvez regarder chacun des timbres ou des codes QR. Donc, on a parlé tout à l'heure du système canadien d'information sur les feux, sur la végétation. Tous ces liens-là vont être aussi dans la conversation, vont être aussi envoyés avec votre inscription. Donc, on va vous rappeler tout ça, mais c'est quand même important de regarder. Les 3 étapes pour une protection rentable. On parle de maison IntelliFeu. Vous avez vu une image tout à l'heure qui a été
extraites de, de ce document-là qui est fort intéressant. Et on a sorti quelques-unes des 6 que nous trouvait plus applicables. L'application Fire Smart Begin at Home ou encore l'application IntelliFeu à domicile est aussi importante. On parlait d'autres applications tout à l'heure si vous êtes sur le territoire du Québec comme la Sopfeu. Et bien sûr, la page ou les pages, on a plusieurs pages, mais une page particulière sur les feux de forêt sur le site de la Croix-Rouge canadienne. Et je sais qu'on n'est peut-être pas objectif. Moi, je suis bénévole depuis des années, on a des employés dans la salle, mais c'est un site qui est très bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et c'est public. C'est téléchargeable, c'est en format PDF, c'est des choses qui sont facilement accessibles pour vous toutes et tous. C'est bilingue aussi, si vous avez des collègues qui sont anglophones. Donc, il y a quelque chose là-dessus qui est fort intéressant. C'est pour ça qu'on revient très souvent à un site qui a beaucoup, beaucoup de contenu qu'on espère que vous allez utiliser. Comme d'autres sites qu'on a mentionnés plus tôt, les sites gouvernementaux, les sites municipaux, il y a beaucoup d'informations. C'est vraiment important de penser à tout ça. On sait que vous avez passé, on apprécie que vous avez passé du temps à vous préparer ou à penser à tout ça. Peut-être qu'à ce moment-là, si vous avez des questions, on pourrait y aller. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce moment-là? Allez-y peut-être plus dans la conversation, peut-être Doriane, ou encore dans le clavardage, effectivement, ou peut-être par courriel aussi. Comment on fonctionne pour ça? Est-ce qu'on voit des questions dans la conversation, dans le chat? Effectivement. Donc, ça fait partie de ça. Effectivement, on parle oui, effectivement, il y a des choses qui se passent. On parle de Labrador, de Fermont. Il y a des alertes. Il y a de l'information dans les deux cas. Pour ceux et celles qui connaissent le coin, un est proche de l'autre. C'est pas parce qu'il y a deux provinces que le feu ne traverse pas les provinces. Donc, effectivement, ça fait partie de ça. Donc, merci, Alex, là-dessus. Donc, on a beaucoup de ce genre d'informations-là qui est disponible. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On est là pour vous. N'hésitez pas en tous les cas aussi à donner donc plus d'informations. C'est sûr que nous, on est bien contents de tout ça. Peut-être qu'un petit mot de la fin, s'il n'y a pas d'autres questions, Doriane. Puis on pourrait à ce moment-là vous laisser continuer votre journée après. Pas tout de suite. Oui, donc, merci beaucoup pour cette présentation super intéressante, Jessica et Benoît. Nous espérons que vous pourrez nous joindre avec nous pour le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 23 juillet de midi à 13h ou de 14h à 15h, dépendamment de où est-ce que vous vous trouvez. Vous pouvez utiliser les codes QR à l'écran pour vous inscrire ainsi qu'au prochain événement, donc en anglais et en français. Si je pense qu'il n'y avait plus de questions. Par contre, je vois qu'il nous reste quelques minutes. Donc, on a 4 minutes. On a le temps de répondre à quelques questions. Si vous en avez, veuillez le mettre dans le chat. On a reçu un compliment très, très gentil. Merci, Catherine, pour la participation. Ça fait toujours plaisir de savoir que le message est passé, qu'on ne vous a pas envahi de too much. Et on le sait, comme on dit, il y a beaucoup d'informations. On est conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais plus on sait qu'est-ce qui se passe, plus on peut se préparer. Donc, tant mieux si ça a été clair pour vous. Donc, merci. Et comme mentionné précédemment, si d'autres questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à rrr@croixrouge.ca. C'est pas trop difficile à se souvenir et quelqu'un vous répondra. Effectivement. Et je pense qu'on a peut-être un petit questionnaire de rétroaction aussi qui va suivre. Oui, donc nous vous invitons à répondre au questionnaire de rétroaction après la séance, si vous le voulez bien. C'est bien aidant pour les prochaines séances. Et si vous n'avez pas de questions, donc ça conclut notre webinaire sur les feux de forêt. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de journée.